Hier matin, sur la route de Cernay en Alsace, près de Strasbourg, Tronglotan ne pense qu'à une chose, qu'est devenue sa jeune nièce Sophie, portée disparue. Chaque jour, moi, toujours bien mon frère pour aider lui. Le même trajet depuis 2 semaines. Le cercle de cette famille d'origine vietnamienne doit rester soudé dans l'épreuve. Ici, dans la maison où a grandi Sophie, une jeune femme de 20 ans. Mais les parents Sophie, toujours pensaient Sophie encore vivante. Nous toujours prions chaque jour. Nous toujours prions Sophie un jour retourner dans la maison. Des prières à l'abri des regards, car pour l'heure, les parents préfèrent ne pas montrer leur peine. Une disparition d'autant plus douloureuse qu'elle demeure incompréhensible. Toujours penser elle souvent. Parce qu'elle est intelligente, elle toujours écoute les parents. Elle n'a jamais fait quelque chose de mal. Chaque jour qui passe, cette absence est de plus en plus difficile à supporter. Pour Trong, pour tous, et surtout pour la maman. Parce qu'elle est toujours malheureuse, quelquefois, elle est triste, elle pleure souvent. Elle toujours pleure. C'est ça. Parce que je dis avec mon frère, il faut courage. Le courage d'espérer la revoir vivante. Sophie Lotan a disparu le 7 septembre dernier, le jour de son anniversaire. C'est une jeune femme pétillante, bien dans sa peau et dans son cercle familial, entourée d'amis. Pourquoi aurait-elle disparu? Étudiante à Strasbourg, elle voulait se rapprocher de la faculté et avait repéré un appartement à louer dans cet immeuble de Schiltigheim, dans la banlieue de la capitale alsacienne. Est-elle tombée dans les griffes d'un prédateur qui avait pris l'habitude d'attirer ses proies par des petites annonces immobilières? Je me suis dit que heureusement que j'y étais pas allée seule et c'est sans doute ça qui a fait qu'il ne s'est rien passé pour ma part. Un homme est aujourd'hui mis en examen, le propriétaire de l'appartement que Sophie devait visiter. Jean-Marc Reiser, un suspect au passé judiciaire déjà lourd. On est peut-être passé à côté de beaucoup d'autres choses. Quel gâchis parce que ma cliente avait déposé plainte pour qu'il n'y ait plus d'autres victimes. Alors qui est Jean-Marc Reiser? Quel est l'itinéraire de cet homme au profil glaçant que Sophie Lotan pourrait avoir croisé? C'est le meilleur ami de Sophie qui, le premier, a lancé l'alerte. Le 7 septembre, David s'est inquiété dès son premier message sans réponse, adressé à Sophie. C'était pour le jour de son anniversaire, donc le jour de sa disparition, le 7 septembre, où je lui ai écrit un petit message d'amitié, mais aussi un peu taquin, parce que c'était nous deux. Joyeux anniversaire Sophie, malgré tes 20 ans, même si t'en fais toujours 13. Les heures passent. Le soir, ni David, ni aucun membre de la famille n'a de nouvelles. J'ai immédiatement essayé de l'appeler. Je suis directement tombé sur le répondeur. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que ça partait mal, cette histoire. Donc ouais, j'ai commencé à avoir des frissons, à m'inquiéter. David et son groupe de copains utilisent alors les réseaux sociaux pour retrouver leur ami. On a décidé de mettre une alerte à disparition dans un groupe de Strasbourg sur Facebook qui compte plus de 40 000 membres. On a voulu vraiment étendre au maximum sa disparition afin qu'on ait le plus de gens qui soient au courant, afin d'essayer d'avoir des infos. Parce qu'on partait de rien du tout, on savait juste qu'elle devait visiter un appartement, c'est tout. Cet appartement, Sophie Lotan l'a trouvé sur Le Bon Coin, le fameux site d'annonce entre particuliers. Un studio bon marché loué pour 250 € par mois. Le vendredi 7 septembre, elle sort de son travail de réceptionniste de nuit. Dans cet hôtel, un job étudiant en attendant la rentrée universitaire. Elle prend la direction du tramway. C'est en transport en commun qu'elle se rend à Schiltigheim, une petite ville de banlieue juste à la sortie de Strasbourg. Peu après 9 h, son portable borne pour la dernière fois au 54 route de Bischwiller.
Une adresse qu'une autre étudiante connaît bien. Elle aussi a répondu à la même annonce du Bon Coin. Alertée par le message Facebook des amis de Sophie, cela lui rappelle un scénario vécu 3 semaines plus tôt. Cette jeune femme qui préfère garder l'anonymat a été entendue par les enquêteurs. Elle a accepté de nous livrer son témoignage. Nous l'appellerons Marianne. Pour visiter le studio, elle y est allée accompagnée de son petit ami. C'est par téléphone qu'elle a fixé le rendez-vous avec le propriétaire de l'appartement. Cet appel, c'était assez bizarre. Enfin, la personne est restée assez évasive, répondait pas vraiment à mes questions en disant que je verrais bien sur place, enfin ce genre de choses-là. Pourtant, l'homme ne lui donne pas rendez-vous à l'adresse exacte du studio, mais dans une rue adjacente. Ouais, si tu peux tourner, ça doit être vers là. Elle et son petit ami ne se doutent de rien et se rendent dans le quartier de Schiltigheim. Voilà, on y est. Du coup, c'était là qu'on avait rendez-vous. Sur place, Marianne prévient le propriétaire. Elle l'appelle à de nombreuses reprises, mais l'homme ne répond pas. Est-ce parce que la jeune femme n'est pas seule? En apprenant la disparition de Sophie, l'étudiante réalise que la présence de son compagnon l'a peut-être sauvée. Ça travaille de se dire qu'on était là-bas et qu'à peu de choses près, ça aurait pu être nous, quoi. Forcément. Après, je me suis dit que heureusement que j'y étais pas allée seule et puis ça s'est pas joué à grand-chose. C'est sans doute ça qui a fait qu'il s'est rien passé pour ma part. Marianne est la première à révéler à la police un possible piège. C'est elle qui indique aux enquêteurs l'annonce et le numéro de portable de celui qui l'a mise en ligne. Le même numéro que Sophie a composé. Il appartient à un certain Jean-Marc Reiser, habitant dans cet immeuble au 6e étage. Le samedi 15 septembre, les enquêteurs procèdent à son interpellation. Ce jour-là, Xavier était témoin de la scène. Il habite dans le même immeuble où pourrait avoir disparu Sophie Le Tan. C'est lui qui a pris l'initiative de dresser cet hôtel en hommage à la jeune femme. C'est un lieu, on va dire, plutôt de soutien où les gens pourront écrire ce qu'ils veulent dessus, quoi. Un petit mot, une petite pensée pour la famille, une petite pensée pour Sophie. Xavier croise tous les jours Jean-Marc Reiser, mais il le connaît à peine. Jamais de contact, toujours glacé par son regard. Quand il vous voyait, même pas un sourire d'un enfant, quoi que ce soit, rien, c'est quelqu'un qui restait froid, figé. Tout le temps, on l'a jamais vu sourire. Le jour de l'interpellation, c'est aussi Xavier qui va servir de guide aux policiers dans l'immeuble. Les caves, les parkings, tout est passé au peigne fin, avec de multiples relevés d'ADN. Bon, ça vient de la police, hein. On voit bien que c'est des traces de main, quoi, mais après on ne sait pas si ça appartient vraiment à elle ou pas, quoi. Les analyses sont toujours en cours pour ces traces. Mais au 6e étage, derrière cette porte aujourd'hui mise sous scellé, se trouve l'appartement de Jean-Marc Reiser. Les relevés ADN, cette fois, sont formels. Des traces de sang appartenant à Sophie Le Tan sont découvertes, ainsi que l'ADN d'une deuxième jeune femme. À l'hôtel de police, Jean-Marc Reiser se mure dans le silence face à ces éléments accablants. Comment le sang de la jeune femme disparue le 7 septembre s'est-il retrouvé dans sa baignoire? Une baignoire que le suspect aurait nettoyée avec beaucoup de précautions. Jean-Marc Reiser reste silencieux et tient tête avec aplomb aux enquêteurs. Alors, qui est cet homme? Depuis une semaine, les policiers vont de surprise en surprise. À 58 ans, le soi-disant loueur d'appartements est sans emploi. Il poursuit des études d'archéologie et d'histoire de l'art à l'université de Strasbourg. Mais Jean-Marc Reiser a surtout un lourd passé judiciaire. En 2001, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle dans 2 affaires de viol. À l'époque, Isabelle Steyer est l'avocate de l'une des victimes. Elle se souvient encore de la détresse de sa cliente face à son agresseur. Il m'explique la peur de mourir et la volonté qu'elle a vue dans les yeux de son agresseur de la voir mourir, être dominée. Elle me décrivait vraiment quelqu'un qui était déterminé et qui avait un espèce de scénario qui fonctionnait et dont on n'arrivait pas à s'échapper. Un profil de violeur en série, corroboré par une découverte rappelée lors de l'instruction. Elle était survenue au cours d'un banal contrôle routier. Il avait dans son coffre des armes diverses et puis des photos de femmes inanimées.
endormie ou morte, on ne savait pas. Une drogue qui endort, et des cordelettes, et puis un objet sadomaso. Une découverte qui avait même relancé une précédente enquête dans laquelle Jean-Marc Reiser avait été déjà très fortement soupçonné. L'affaire Françoise Aumann. Il y a plus de 30 ans, en 1987, cette jeune femme de 23 ans disparaît mystérieusement dans le quartier de Hautepierre, là encore à Strasbourg. Cette vendeuse à domicile d'aspirateurs s'était rendue chez Jean-Marc Reiser. Ce sera sa dernière visite client. Quelques jours après la disparition, on retrouve le véhicule de Françoise Aumann dans le quartier de la Gare de Strasbourg, ce qui est à 10-15 minutes de voiture. Or, lorsqu'on inspecte donc ce véhicule automobile, on constate que le siège conducteur a été déplacé, c'est-à-dire reculé au maximum, comme si ce n'était pas Françoise Aumann, qui était de taille plutôt petite, qui avait conduit ce véhicule jusqu'au quartier de la Gare, mais une personne de grande taille. Mais en 1987, la police scientifique ne dispose pas des mêmes moyens qu'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de recherche ADN. Il n'y avait pas de géolocalisation par téléphone portable, puisque personne n'avait de téléphone portable. Il n'y avait pas non plus de caméras de vidéosurveillance dans la rue. Si nous avions eu des caméras de vidéosurveillance, celles-ci auraient pu révéler qui a garé le véhicule de Françoise Aumann dans le quartier de la Gare. Faute de preuves, Jean-Marc Reiser est acquitté. Le dossier de Françoise Aumann est lui aujourd'hui définitivement refermé. Son corps n'a jamais été retrouvé. Pour éviter une telle issue, depuis cette semaine, par petits groupes, des dizaines de personnes arpentent chaque jour les bois bordant Schiltigheim, à la sortie de Strasbourg. Tous sont à la recherche du moindre indice pour mettre les enquêteurs sur des pistes. T-shirt, là-bas il y a un t-shirt. Comme ce t-shirt de taille XS, la même taille que Sophie. Un détail suffisant pour alerter la police. Il faut contourner la plage. C'est de l'autre côté, ouais. C'est de l'autre côté du parking. C'est la consigne transmise à chaque battu, localiser toute découverte susceptible d'avoir un lien avec Sophie. Le jour de sa disparition, elle était, selon ses parents, habillée de noir. Il semblerait que peut-être, voilà, que ça puisse correspondre. Que des hypothèses, mais toutes explorées par les enquêteurs. Comme à chaque fois, le périmètre est rapidement protégé. On va juste tous se mettre là-bas. Une vingtaine d'experts de la police scientifique vont se déployer pour procéder aux premières fouilles. Le vêtement est ensuite transmis pour des analyses ADN. À cette heure, elles n'ont encore rien révélé. Mais que ce soit le t-shirt ou non de Sophie, pour les proches, comme cette amie de la famille, l'espoir de la retrouver vivante s'amenuise. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, vous savez, ça fait 2 semaines déjà. Et surtout avec les preuves irréfutables qu'on a retrouvées chez le suspect. Les battus reprendront dès demain, sans relâche, tant que Sophie Le Tan ne sera pas retrouvée.